Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur Télésud pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Et à la une de ce mercredi 30 novembre. Un premier cargo chargé de 20 000 tonnes d'engrais russes a quitté les Pays-Bas en direction du Malawi, un navire qui devrait, selon l'ONU, être le premier d'une série en direction de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est un procès inédit qui s'ouvre aujourd'hui, celui du premier attentat terroriste perpétré dans le pays le 13 mars 2016 dans la station balnéaire de Grand Bassam, un attentat qui avait fait 19 morts et 33 blessés. Et nous terminerons cette édition avec les Lions de la Teranga qui ont battu hier l'Équateur 2-1, une victoire pour les Sénégalais qui leur ouvre la porte des huitièmes de finale qui les opposera à l'Angleterre. Et on commence donc cette édition avec les Nations Unies qui ont annoncé que le premier cargo chargé d'engrais russe a quitté les Pays-Bas en direction du Malawi, une cargaison de 20 000 tonnes qui, selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, sera le premier d'une série destinée à d'autres pays du continent africain. Mathieu Nicolas. Après des obstacles liés aux sanctions qui frappent Moscou, l'ONU a annoncé mardi une nouvelle ô combien importante pour l'Afrique. Une première cargaison d'engrais russes a quitté les Pays-Bas et aura pour destination le Malawi. La première cargaison d'engrais offerte par les producteurs russes aux pays durement touchés par la montée de l'insécurité alimentaire est en route. Le don de 260 000 tonnes métriques d'engrais contribuera à atténuer les besoins humanitaires et à prévenir les pertes de récoltes catastrophiques en Afrique. Cette première livraison est le fruit des efforts diplomatiques intenses de l'ONU avec toutes les parties pour garantir les exportations sans entrave. La Russie et l'Ukraine sont les principaux exportateurs de denrées alimentaires et d'engrais vers les pays en développement où les exploitants agricoles sont particulièrement touchés par les conséquences des blocages. Cette décision de libérer le chargement a été prise après que l'ONU ait garanti de veiller à ce qu'il soit livré à l'endroit convenu. Le secrétaire général remercie les gouvernements de la Fédération de Russie, du Malawi et du gouvernement des Pays-Bas en étroite coordination avec l'Union européenne pour leur volonté de permettre ce premier envoi humanitaire critique d'engrais par le PAM pour la sécurité alimentaire mondiale. Les engrais jouent un rôle clé dans les systèmes alimentaires. 50% de la population mondiale dépend de produits agricoles produits à l'aide d'engrais minéraux. La première cargaison d'engrais devrait être déchargée dans le port central mozambicain de Beira avant d'être transportée par voie terrestre vers le Malawi. L'ONU a indiqué qu'une deuxième cargaison d'engrais russe sera destinée à l'Afrique de l'Ouest, mais aucune date de livraison n'a été communiquée pour le moment. Je vous l'annonce en titre, en Côte d'Ivoire, le procès du premier attentat djihadiste perpétré dans le pays le 13 mars 2016 dans la station balnéaire de Grand Bassam, qui avait fait 19 morts et 33 blessés, va s'ouvrir aujourd'hui. Un procès inédit pour lequel 18 personnes sont inculpées pour actes terroristes, assassinats et détention illégale d'armes. Les détails avec Aymeric Torignon. Dimanche 13 mars 2016 à Grand Bassam, la station balnéaire de la Côte d'Ivoire. La plage est bondée de monde ce jour-là, alors que habitants et touristes profitaient de la journée. Vers 13h, ce lieu de détente bascule dans l'horreur. 3 hommes lourdement armés prennent d'assaut la plage et tirent sur tout ce qu'ils croisent sur leur chemin. Les clients des hôtels et restaurants sont pris pour cible. 19 personnes au total, dont des ressortissants européens, tombent sous les balles des assaillants qui seront à leur tour abattus pendant l'intervention des forces spéciales ivoiriennes. Mais auprès de nous, il y a une jeune dame, même, une jeune fille qui a été abattue, puis c'est jeune. Bon. Nous-mêmes, là, c'est pas un coup de chance qu'on s'est échappé parce qu'ils tiraient même dans l'eau. La panique s'empare de la ville et même de tout le pays qui venait de vivre sa première attaque terroriste, revendiquée dans la foulée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dans un communiqué, AQMI présente l'attentat comme un acte de représailles aux opérations anti-djihadistes françaises Serval au Mali et Barkhane au Sahel, mais aussi contre la Côte d'Ivoire, accusée d'avoir livré des membres du groupe terroriste aux autorités maliennes. Les enquêtes au lendemain de l'attaque ont permis d'interpeller 38 personnes, informe le ministre de l'Intérieur d'alors.
Parmi eux, le chauffeur qui aurait convoyé les armes, l'homme qui aurait fait le repérage des lieux et 2 autres accusés d'avoir hébergé le commando terroriste. Grâce aux éléments d'enquête précis des attentats de Bassam, nous sommes arrivés à mettre des noms sur la chaîne de commandement qui a conçu et opéré à Bassam. Et de cette chaîne-là, et de la cellule dormante qui la supportait, il y a 38 personnes qui ont été arrêtées. 6 ans après ce dimanche macabre en Côte d'Ivoire, la procédure judiciaire entamée à la suite de l'attentat a conduit au renvoi de 18 accusés devant le tribunal criminel. Ils devront répondre des accusations d'actes terroristes, assassinat, tentative d'assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre, entre autres, au cours d'un procès très attendu qui s'ouvre ce mercredi à Abidjan. Et on reste en Côte d'Ivoire où Charles Blé Goudé, de retour au pays après plusieurs années d'absence, a rencontré hier mardi le ministre en charge de la réconciliation nationale, Konan Kouadio-Bertin. Une rencontre importante pour l'ancien ministre de Laurent Gbagbo qui veut afficher sa volonté de participer à cette réconciliation. Je vous propose de l'écouter. Je suis là pour dire merci au chef de l'État et aux autorités ivoiriennes. Je suis là pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement autour de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis là pour aussi apporter ma compassion à tous ces Ivoiriens qui, pour certains, ont dû enterrer leurs enfants brutalement. Pour d'autres qui hier étaient des tuteurs et qui aujourd'hui sont des sous-couverts. Et pour nombreux d'entre nous, ceux qui portent encore les stigmates indélébiles de cette crise, cela mérite notre compassion. Quelques jours avant le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, le médiateur pour le Mali, s'est rendu mardi à Bamako où il a rencontré le chef de la junte, Assimi Goïta, pour faire le point sur le processus de transition. Si à l'issue de cet entretien, l'ancien président du Nigeria a reconnu devant la presse qu'il y a eu des efforts, il a tout de suite ajouté qu'il y a des domaines dans lesquels le gouvernement malien doit travailler d'arrache-pied afin de respecter ses engagements. Janusz Wałęsa, cet immigré polonais lié à l'extrême droite blanche afrikaner qui avait tué le militant anti-apartheid Chris Hani en 1993, a été poignardé dans une prison sud-africaine 2 jours avant la date limite pour sa remise en liberté conditionnelle controversée. Mais qui était vraiment Chris Hani, ce leader communiste et haut responsable de la branche armée du Parti de la Libération? Élément de réponse avec Soukaina Skali. 30 ans après son assassinat, la mémoire de Chris Hani reste vive en Afrique du Sud. Ces derniers jours, l'annonce de la libération de prison de l'homme qui l'avait assassiné a rouvert des blessures. J'ai été très déçu de voir qu'une cour qui est censée représenter les intérêts du peuple du pays dans son ensemble, dans une Afrique du Sud démocratique, a pris une décision qui va à l'encontre du peuple du pays. Nos cœurs saignent encore aujourd'hui. Le 10 avril 1993, Chris Hani, figure de proue de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, est tué à bout portant dans l'allée de son garage. Son assassin, Janusz Wałęsa, condamné à la réclusion à perpétuité, a finalement obtenu sa libération conditionnelle. Une décision de la Cour constitutionnelle critiquée par une partie des Sud-Africains. Quand j'ai entendu parler du jugement de libération de l'assassin de Chris Hani, j'ai été dégoûté. J'étais déçu de la décision de notre Cour constitutionnelle de libérer un raciste d'extrême droite qui est considéré par les mouvements d'extrême droite en Pologne, qui veulent le recevoir d'ailleurs comme un héros. L'assassinat de Martin Tembisili Hani, de son vrai nom, en 1993, intervient à un moment où l'Afrique du Sud est en proie à des violences et de nombreuses émeutes. Les manifestations qui s'en sont suivies ont poussé le pays à organiser des élections démocratiques 6 mois plus tard et à se doter d'une constitution provisoire ouvrant la voie aux premières élections multiraciales. Apollinaire Joachim Kellem de Tambela, le Premier ministre burkinabé, et Luc Alad, l'ambassadeur de France, se sont rencontrés hier mardi pour faire le point sur la coopération entre les 2 pays, et ce, malgré les attaques subies par l'ambassade et les instituts français. Des attaques qui, selon l'ambassadeur, n'amènera pas la France à abandonner le Burkina Faso qui traverse une période difficile.
Et on reste au Burkina Faso où, en réponse aux manifestations du 18 novembre à Ouagadougou contre la présence française, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées françaises, a déclaré il y a quelques jours qu'il n'écartait pas un départ des forces spéciales françaises basées dans le pays. Et notre correspondant local, Edem Aïbla, est allé à la rencontre des Burkinabés pour savoir comment ils avaient accueilli cette annonce. Reportage. Après les manifestations anti-françaises dans la capitale burkinabé, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, n'écarte pas un éventuel retrait du contingent français installé dans la périphérie de Ouagadougou. Une situation qui ne reste pas sans voix. Si ce départ est effectif, en termes de manifestation, le pays va rester à quelque part dans l'accalmie. Et maintenant, il va falloir que les Burkinabés puissent prendre leur destin en main dans la lutte contre le terrorisme. Il ne suffit pas de dire que la France doit partir, mais qu'est-ce que nous, en tant que Burkinabés, nous devons faire pour lutter contre le terrorisme nous-mêmes? C'est la question que nous devons nous poser. Et si on arrive à résoudre notre problème nous-mêmes, il ne sera pas question de trouver d'autres partenaires qui vont encore venir envahir le pays. Les critiques de l'armée française ne datent pas d'hier, nous relate Issaka Ouedraogo, membre de la société civile. Selon lui, la société burkinabé exige une franche collaboration. Aucun divorce n'est souhaitable. Et quelle que soit la nature du divorce, ça n'arrange ni le mari ni l'épouse. Mais je pense que dans le divorce, il y a des enseignements que tout un chacun doit tirer. Alors, et quel est cet enseignement que nous devons tirer de ce divorce, si ce divorce a lieu avec la France? C'est d'abord nous rassurer que nous pouvons compter que sur nous-mêmes, que sur notre propre force, que de compter sur des amis et qui nous apportent rien. Il appartient à la France de tout faire pour que ce divorce n'ait pas lieu, que la France en fait ouvre l'œil et les yeux, que la France soit plus ouverte, soit en fait et plus sincère dans les actions qu'elle mène sur nos territoires. Si la présence française a été vivement critiquée ces dernières semaines, par ailleurs, certaines personnes estiment que l'heure n'est pas à la discorde. Je comprends franchement la jeunesse burkinabé, je comprends l'émotion qui prévaut parce que baigner toujours dans le sang, vivre dans l'inquiétude chaque fois et avec la présence au moins d'une force ou d'une puissance à côté qu'on ne sent pas trop et l'implication, ça vaut le coup de s'énerver. Mais ce qu'on peut faire avec force pour résoudre, si on s'assoit, on résout ça plus calmement et puis chacun trouvera son compte. Emmanuel Macron aux États-Unis pour une visite d'État de 3 jours. Stewart Rhodes, le fondateur d'une milice d'extrême droite condamné pour l'assaut du Capitole, et de nouveaux heurts en Chine après l'appel à la répression. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Lorraine Mabou et Noël Dong. Le chef de l'État français Emmanuel Macron est arrivé mardi aux États-Unis pour une visite d'État de 3 jours à Washington. Le point d'orge de ce déplacement sera une réception solennelle à la Maison-Blanche par son homologue Joe Biden. Le président français entend avoir avec son homologue américain des discussions stratégiques, notamment le plan massif de soutien à la transition énergétique qui accorde de généreuses subventions aux véhicules électriques, batteries ou énergies renouvelables, mais aussi la guerre en Ukraine. La visite d'État d'Emmanuel Macron devrait aussi sceller la réconciliation bilatérale après une crise diplomatique entre les deux proches alliés. Le chef de la milice d'extrême droite, Stewart Rhodes, a été reconnu coupable de sédition après l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. La sédition est un chef d'inculpation qui implique d'avoir planifié l'usage de la force pour s'opposer au gouvernement. C'est une première aussi judiciaire que politique. Le fondateur des Oath Keepers et un autre membre de cette milice d'extrême droite sont devenus mardi les premiers participants à l'assaut du Capitole à être reconnus coupables de sédition. Ce jour, une foule de partisans du président républicain Donald Trump a sémé le chaos au Congrès au moment où les élus certifiaient l'élection de son rival démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche. Près de 900 personnes ont été arrêtées après ce soulèvement et plus de 170 ont écopé de peine de prison, notamment les auteurs de violences contre les policiers. Mais jusqu'ici, personne n'avait été reconnu coupable de sédition.
En Chine, de nouveaux heurts ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi entre manifestants et forces de l'ordre, malgré l'appel à la répression lancé par les autorités chinoises pour contenir le mouvement national de colère contre les restrictions sanitaires et pour plus de liberté. La contestation survient après 3 années de dures restrictions sanitaires contre le Covid et sur fond de frustration de la population vis-à-vis du système politique chinois, un mois après la reconduction de Xi Jinping pour un 3e mandat inédit à la tête du pays. À Pékin, Shanghai, Wuhan, Canton et d'autres villes du pays, les manifestations qui ont éclaté ce week-end ont pris au dépourvu le puissant système sécuritaire chinois qui a depuis resserré la vis pour empêcher tout nouveau rassemblement. Les autorités du pays sont confrontées au mouvement de contestation le plus étendu depuis les mobilisations pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989, réprimées dans le sang. C'est officiel, la baguette, ce symbole de la vie quotidienne des Français, a été inscrite ce mardi au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Plus précisément, ce sont les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette qui ont été distingués par l'organisation. Une culture artisanale, d'ailleurs, on va en écouter des artisans. Je pense que c'est effectivement une sorte de consécration. Je veux dire, le savoir-faire français... Et puis la baguette tradition, ça représente vraiment la culture française. Le français mange du pain, mange de la baguette. J'en attends justement une reconnaissance internationale qui va permettre à des boulangers de s'installer à l'étranger pour représenter ce savoir-faire français. Et également, pour les touristes qui viendront ici, ils auront la chance de goûter justement ce savoir-faire reconnu au patrimoine mondial. Allez, il est l'heure à présent d'ouvrir notre page du mondial. Et on commence comme tous les jours par faire le point sur ce qui s'est passé hier avec 4 nouveaux qualifiés pour les 8e de finale. On commence avec le groupe A où les Pays-Bas ont battu le Qatar 2-0 et le Sénégal qui sont venus à bout des Équatoriens sur le score de 2-1. Les Pays-Bas terminent donc premier de leur groupe suivi des Sénégalais. Dans le groupe B, c'est l'Angleterre qui finit première après avoir battu le Pays de Galles 3-0 avec notamment un doublé de Marcus Rashford. Dans l'autre match du groupe, ce sont les États-Unis qui se qualifient après leur victoire face à l'Iran 1-0. Et aujourd'hui, 4 nouveaux matchs avec dans le groupe C, Pologne, Argentine ainsi qu'Arabie Saoudite, Mexique. Particularité de ce groupe, c'est que toutes les équipes peuvent encore se qualifier pour la suite de la compétition. Autre temps fort de la journée, la Tunisie qui va avoir fort à faire face aux champions du monde en titre, la France, qui devrait présenter une équipe fortement remaniée étant donné qu'elle est déjà qualifiée. L'autre match du groupe va opposer l'Australie au Danemark qui peuvent encore entrevoir les 8e. Je vous le disais, le Sénégal a battu hier l'Équateur 2-1, ce qui, vous pouvez l'imaginer, a mis en ébullition Dakar, qui se met déjà à rêver de voir les Lions de la Teranga ramener la coupe à la maison. Valentine Exantus. Explosion de joie chez les supporters sénégalais après la victoire des Lions de la Teranga face à l'Équateur sur un score de 2-1. Le Sénégal obtient pour la 2e fois de son histoire son billet pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. De quoi remplir de joie les cœurs des supporters sénégalais dans les rues de Dakar. Pour moi, ce n'est pas une surprise en fait. Je ne dirais pas que c'est une joie, plutôt une euphorie totale, car vous voyez cette ambiance qui est là tout derrière moi. Et aussi, je savais nettement que si Aliou Cissé mettait tout simplement les joueurs qu'il fallait au bon moment, on allait battre l'Équateur sans problème, sans quoi que ce soit. Ça, j'en étais sûr et certain. En tant que premier pays africain qualifié pour les 8e de finale, les Sénégalais se font les représentants du continent pour ce mondial et veulent partager leur bonheur avec le reste du continent. Rien que la joie, je ne dirais pas sénégalais, mais plutôt africain, parce que c'est l'Afrique qui joue contre le monde. Il n'y a pas un pays africain qui a contesté contre l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Donc je suis juste heureux comme tout autre Sénégalais aussi. 20 ans après leur dernière 8e de finale en Coupe du Monde, les champions d'Afrique en titre croiseront la route des Anglais qui ont fini premier du groupe B devant les États-Unis et le Pays de Galles. Mais pour le moment, l'ambiance est encore à la fête dans les rues de Dakar. Et cette victoire des Lions a bien évidemment dépassé les frontières du Sénégal et a rendu fier tout le continent
comme à Yaoundé, où les supporters ne cachent pas leur joie de voir leurs frères porter haut les couleurs de l'Afrique. Écoutez. C'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, mais quand même, comme il y a tout un espoir d'un continent derrière le Sénégal, le Ghana, le Maroc, le Cameroun, je crois que le Cameroun le fera contre le Brésil, l'exploit pour qu'on puisse avoir au moins 3 équipes africaines dans les 8e de carré. C'est vraiment content parce qu'on n'y croyait pas qu'une équipe africaine pouvait traverser les premiers tours. Mais avec le Sénégal, ça nous ravive parce que l'Afrique sera présente. Si seulement le Cameroun pourrait aussi faire de la même façon, on serait très content. Je suis vraiment très ému, les mots me manquent énormément. Tous les Africains sont contents. Aujourd'hui, on est très fiers. L'Afrique est partie à 8e quart de finale. Et le Cameroun jouera sa qualification vendredi face au Brésil de Neymar. Et pour les encourager, ils peuvent compter sur l'artiste camerounais Vanister qui, accompagné de sa guitare, saura certainement trouver les mots pour motiver les Lions indomptables. La Serbie ne savait pas qu'on allait le surprendre, qu'on allait réduire ensemble. On est tous derrière eux. Allez, c'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous, au revoir.